Bonjour à tous. Alors pour ce premier numéro d'appel à témoins, nous avons la chance de recevoir Ananda Guillet. Bonjour à toi Ananda. Salut. Alors Ananda, tu es le président de l'association Cocopelli. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Cocopelli, pour faire simple, c'est une machine de guerre qui réclame un droit de semence libre sans restriction. Et quand je dis c'est une machine de guerre, je pèse mes mots. Il faut savoir que les bonhommes envoient de la durite et qu'ils ont mis en slip quelques industriels milliardaires et c'est pas rien. Alors, c'est extrêmement important d'avoir ton témoignage, Ananda, tes impressions sur cette dictature sanitaire, car pour le coup, tu sais ce que c'est que subir les pressions, les menaces, comme c'est le cas en ce moment avec des millions de travailleurs français, des infirmières, des pompiers, etc. Parce que tu l'as vécu avec Cocopelli, tu as eu l'outrecuidance, enfin, vous avez eu, parce que c'est d'abord un combat familial, de faire face à une machine de guerre, le GNIS, le Groupement National Interprofessionnel des Semences, le premier exportateur au monde de semences agricoles. Là, on tape sur du très très gros bonnet, dont fait partie Monsanto, que tout le monde connaît à travers notamment les OGM. Et ma foi, vous vous êtes battu avec vos moyens et vous êtes encore là. Non seulement vous êtes là, mais en plus vous êtes présent en Europe, en Inde, en Amérique du Sud. Cocopelli est l'exemple même que quand on se bat, on peut gagner face aux plus grands groupes mondiaux qui détiennent des milliards et des milliards d'euros. Et c'est en ça que ton témoignage en tant que président de l'association Cocopelli est extrêmement important pour tous les Français qui nous regardent et qui aimeraient eux aussi gagner face à ces fous qui nous gouvernent. Du coup, je te laisse la parole, Ananda, à toi. Merci. Écoute, oui, le combat de Cocopelli, si tu veux, je vais refaire un tout petit peu d'historique avant de parler de ce qui se passe et de comment on le vit ici en interne à Cocopelli. Euh, ça fait 20 ans en effet que Cocopelli existe, mais avant ça, il y avait même Terre de Semences, le jardin botanique de la Motte, etc., fondé par mes parents. Donc ça fait quasiment une trentaine d'années. J'ai 33 ans, ça a commencé l'année de ma naissance, donc en 87. Donc voilà, ça fait 33 ans que cette aventure, elle dure. Ça fait 33 ans qu'on distribue des semences libres et reproductibles, donc jusqu'à juin 2020, totalement illégalement. Alors la législation a un peu changé en juin 2020 suite à 6 ans de lobbying assez intense avec un groupement d'associations. On a réussi à faire un peu évoluer le cadre législatif, même si c'est vraiment pas un des combats primordiaux de Cocopelli, parce qu'on ne croit pas vraiment que la solution elle va venir d'en haut. On fait vraiment un travail de terrain depuis 30 ans. Ça fait 33 ans qu'on distribue des semences libres et reproductibles, donc illégalement, et surtout des plantes médicinales, parce que c'est aussi ça. Donc l'alimentation doit être la première médecine, mais on a quand même les plantes médicinales qui viennent en support. Voilà, donc c'est un peu, c'est l'affiche que j'ai derrière moi, donc on voit pas bien, mais c'est chacun a le droit de choisir son alimentation et sa médecine sans aucune contrainte et nul n'a le droit de bafouer ce droit fondamental. Du coup, sur ce constat-là, l'association Cocopelli, elle a été créée en 99 et ça fait en effet 20 ans qu'on se bat pour ce combat. On a eu énormément de procès, énormément de pression, énormément de menaces, que ce soit au niveau du collectif associatif ou que ce soit au niveau des personnes, donc de mon père à l'époque, de mes parents qui géraient l'association. Moi, j'ai subi des moindres menaces parce que quand j'ai récupéré la présidence en 2018, la machine était déjà bien en route, donc on avait une bonne partie de l'opinion publique déjà avec nous, donc c'est beaucoup plus compliqué pour eux après de nous attaquer, mais on a eu énormément de diffamations. Enfin, moi, j'ai eu droit à tous les sobriquets habituels de fascistes, d'antisémites. Enfin, voilà, tu les connais bien. On est tous à peu près dans le même créneau de complotistes étiquetés et patentés. Du coup, voilà, on a eu droit à un peu tout ça. De toute façon, dès qu'on sort du rail, on a droit à ces voilà, ces étiquettes-là. Donc voilà, l'histoire de Cocopelli, très vite résumée. Toutes les infos sont disponibles sur le blog, sur le site et tout ça. Il y a vraiment toute l'histoire, autant des procès que l'histoire de Cocopelli. Donc j'invite vraiment tes auditeurs à regarder l'histoire. Elle est assez passionnante. Et j'en viens vraiment à ce qu'on vit aujourd'hui depuis 1 an et demi. Cocopelli on s'est tout de suite mis dans une situation de désobéissance civile dès le début, dès l'annonce, c'était le 16 mars, tu me corriges si je dis une bêtise, le 16 mars 2020, l'annonce de rentrer en guerre de Jupiter. C'est peut-être la seule vérité qu'il ait dit d'ailleurs depuis, c'est qu'on rentrait en guerre. En effet, on est clairement en guerre. Alors, c'est pas une guerre contre un virus, à mon avis, mais c'est plutôt une guerre contre le peuple qui a été déclarée. Ça a été assez dur au début. Ça a été assez dur parce qu'on a
on n'a pas fermé, l'association. Alors, pour resituer, en mars, c'est le pic de la saison de Cocopelli. En mars, c'est là où les gens s'aiment. Donc, on a vraiment le pic des commandes. Donc, juste pour faire une toute petite parenthèse, Cocopelli, c'est une association loi 1901 avec tout un tas de campagnes solidaires, humanitaires, etc., mais qui n'a évidemment aucun fonds public, aucune subvention. On vit de manière 100% autonome. Donc, c'est le commerce, entre guillemets, des semences qu'on va faire sur le site internet, sur les salons, les foires, etc., qui nous permet de vivre. Donc, le mois de mars, c'est le pic d'activité de Cocopelli. En 2020, on avait, alors je crois, 75 ou 80 personnes qui travaillaient dans le bâtiment. Et Macron nous a vraiment fait un espèce de tour de passe-passe de maître de l'hypnose, et il a tapé dans les mains, et ça a été le lundi suivant une panique sans nom. Une panique sans nom. On avait les gens qui fuyaient chez eux, qui réclamaient un droit de retrait imaginaire à moitié balancé par la ministre du Travail de l'époque, avec des promesses de rémunération balancées comme ça, qui ont été effacées. Enfin, c'était un bordel, tu te rappelles, c'était vraiment un bordel complètement incroyable. Donc, nous, on a tenu bon, on n'a pas fermé. Et à cette époque-là, c'est assez rigolo parce que monsieur l'inspecteur est venu évidemment sans masque, parce qu'à l'époque, le mot d'ordre, donc on est complètement amnésique, hein, mais le mot d'ordre, c'était surtout, on n'impose pas le port du masque aux salariés ni à personne, parce que c'est contre-productif. On respire notre propre gaz carbonique, on s'enferme le pif dans nos propres virus, etc. Sanitairement, c'est hyper mauvais. J'ai même un mail de l'inspecteur du travail qui me dit: je vous déconseille formellement d'imposer le port du masque à vos salariés. Par contre, vous devez mettre en place tout un tas de mesures. Donc, le type nous parlait d'une loupiote rouge et verte en haut de l'escalier pour pas que les gens se croisent. Enfin, moi, là, c'était la première grande hallucination que j'ai eue. C'était avec l'inspecteur du travail qui m'a sorti des mesures. Si on n'avait pas été dans ce contexte-là, c'était à hurler de rire, quoi. Enfin, c'était complètement ubuesque. Et écoute, on a maintenu tout ça. Au début, on a mis quelques mesures en place, donc du gel hydroalcoolique, des masques à disposition pour ceux qui les souhaitaient. On a fait des rotations d'équipes pour pas avoir trop de monde dans les bâtiments au même moment. Donc, on avait une équipe qui commençait tôt le matin, une équipe qui terminait un peu plus tard le soir, voilà, pour essayer de diviser les personnes. Donc, on a essayé de survivre dans ce contexte-là. Et quand je dis survivre, c'est survivre au niveau légal, hein. C'est pas, c'est pas au niveau sanitaire, parce qu'au niveau sanitaire, encore une fois, tout allait bien, quoi. Du coup, on a maintenu tout ça jusqu'à l'imposition du port du masque. Et donc, on n'a pas imposé le port du masque, évidemment. Je trouve que c'est une mesure qui est vraiment dramatique. Et on va pas rentrer on pourrait parler du scandale des masques au graphène, etc. Enfin, voilà, toutes les preuves sont là pour dire que c'est une mesure qui est vraiment dramatique. Donc, évidemment, chez Cocopelli, on ne l'a pas imposé. Du coup, voilà, on a mis 2-3 petites mesures en place pour dire à l'inspecteur du travail: on fait quelque chose, ne fermez pas, ne demandez pas la fermeture administrative de Cocopelli. Et finalement, on a décidé de rédiger un manifeste. Alors, le manifeste, il est sorti il n'y a pas longtemps. Mais il a été rédigé il y a des mois de ça, mais ça a été dur parce qu'il y avait, ça a été dur. On a eu alors pas des conflits, mais des interrogations au sein du CA de Cocopelli, de dire: est-ce qu'il faut vivre caché pour vivre heureux? Et le principal objectif de Cocopelli, c'est de distribuer des graines libres et reproductibles, et on ne fait pas de vagues. Et au moins on fait de vagues, plus on est sûr de pouvoir continuer dans ces conditions-là, sans télétravail imposé, sans plexiglas entre les bureaux, sans visière ou voilà, sans se noyer dans du gel hydroalcoolique. Ou alors est-ce que on affirme notre position en disant: c'est possible en fait de fonctionner différemment, c'est risqué, c'est un engagement militant, c'est un engagement personnel aussi pour moi en tant que président, parce que je risque gros, c'est du pénal, c'est de la mise en danger de la vie d'autrui, etc., évidemment. Donc, tout ça a mis quand même pas loin de 5 ou 6 mois de réflexion avant qu'on publie ce manifeste. Et finalement, un des derniers discours de Macron, là, tout le monde s'est dit: non, mais là, c'est plus possible, c'est juste plus possible. Enfin, voilà. On a toujours un train de retard, hein, c'est comme ça. On débat en France en permanence sur la manière de communiquer, etc. Puis quand on se réveille, c'est un peu tard, quoi. Bon, bref, on a publié ce manifeste.
qui a été assez bien reçu. On a eu notre pluie d'insultes de nos trolls apprivoisés habituels, pas de souci, comme d'habitude, quoi. Et derrière, j'ai même fait une vidéo qui a été diffusée avant la manif du 21 juillet et qui a été aussi très bien perçue, qui se partage assez bien sur les réseaux, même si on est pas mal censuré. Donc voilà, on a décidé de se positionner fermement contre toutes ces mesures. Donc si tu viens chez Cocopelli, tu verras sur la porte un gros panneau avec marqué « Port du masque non obligatoire ». Et avec… Alors c'est là où c'est intéressant parce que j'ai vu ta vidéo appel à la mobilisation contre la loi liberticide jamais adoptée en France et tu expliques en fait que tu as plus d'une centaine de personnes qui travaillent sous ta responsabilité et tu refuses purement et simplement de leur imposer la muselière qui fait office de masque. Ça veut dire que tu te positionnes clairement, c'est extrêmement courageux hein, voilà, pour une association comme Cocopelli. On attendait justement que des grosses associations, des grosses structures aient le courage de dire non, nous refusons, nous ne voulons pas museler nos employés, ce ne sont pas des animaux et ça sera comme ça, on le dit haut et fort et pour ça vraiment bravo, c'est vraiment excellent, quoi. Ouais, merci, mais c'est important. Je pense qu'en fait, il y a, on a un gros problème en France, c'est que c'est qu'on a l'impression que s'impliquer dans la vie politique, c'est se lever un matin tous les 5 ans et aller mettre un bulletin dans une urne, et puis après, le reste ne nous regarde pas. Et tu vois, si on doit parler des retours un peu négatifs qu'on a sur cette prise de position, c'est Cocopelli, vendez des graines, faites votre boulot. Et en fait, ça, je suis fondamentalement pas d'accord. Enfermer les structures, que ce soit un vendeur de pneus, de clous, de semences ou un restaurateur, ça revient au même. En fait, chacun est légitime. Ces mesures liberticides qu'on nous impose, en fait, elles nous impactent tous en tant qu'individus qui évoluons dans une société, mais aussi en tant que collectif de travail, que ce soit une association ou une entreprise. En fait, évidemment qu'on est légitime à se positionner par rapport à tout ça parce que ça nous impacte au quotidien, dans nos conditions de travail, dans nos conditions de bien-être aussi, parce que, enfin, on va se réveiller un peu tard encore une fois, mais l'assignation à résidence pendant 9 mois depuis le 17 mars 2020, toutes ces mesures d'isolation, de télétravail, alors là je parle du monde de l'entreprise, mais c'est un désastre. On est en train de créer un désastre chez les jeunes, chez les adultes, on isole tout le monde, enfin, c'est criminel, c'est totalement criminel. Et c'est intéressant, écoute, hier je reçois un mail d'un adhérent de Cocopelli, pour une fois, qui n'est pas du tout d'accord avec ce que je dis, mais pour une fois qui m'envoie un mail assez construit et qui dit non, tu n'as pas le droit d'utiliser le terme totalitarisme ou dictature, je suis prof d'histoire, une dictature, c'est pas ça. Mais évidemment qu'on ne va pas nous montrer une dictature comme on l'a appris en 3e dans notre livre d'histoire. Évidemment que ce n'est pas sur ce schéma-là. Évidemment qu'il ne va pas y avoir de goulag ou de chambre à gaz ou de tout ce qu'on veut. Cette dictature et ce totalitarisme, il prend une toute autre forme. Toute autre forme. Et on se rapproche beaucoup plus de la fiction d'Orwell qui est en train de devenir une réalité. Alors je ne sais pas si Orwell était visionnaire ou s'il aurait jamais dû écrire ce livre parce qu'on se dit, bordel, ça se trouve, c'est le petit manuel de la société totalitaire, quoi. Parce qu'on est vraiment dans ce schéma-là. C'est juste complètement hallucinant. C'est-à-dire qu'on a tout un tas de citoyens qui jouent le rôle de soldats, de soldats en fait, on va rentrer dans de l'autocontrôle. On voit avec les passes sanitaires, on nous demande à nous, en tant que employeur, ou alors pas forcément en tant qu'employeur dans le cas de l'association Cocopelli, parce qu'on rentre pas dans ce cadre-là, mais par contre on fait de l'accueil du public. Et du coup, on nous demande de contrôler les gens. Nous, mais enfin, c'est complètement hallucinant. Enfin, on n'est pas légitime pour faire ça. Alors qu'on demande à un flic, pourquoi pas, même si je trouve ça complètement hallucinant. Mais nous, on n'est absolument pas légitime. Enfin, c'est juste, on est en train de transformer la société. Enfin, personnellement, ça me choque à un niveau complètement hallucinant. Alors, on le disait en off tout à l'heure, ça me choque, oui et non, parce que depuis que je suis adolescent, on me traite de complotiste. Donc, alors maintenant, j'ai appris que finalement, quand tu as un débat avec quelqu'un et que cette personne te dit non, mais tout ça, c'est du complotisme, c'est gage de qualité de ton discours. Ce système démocratique, il est vérolé. Il est vérolé. C'est les lobbies, c'est les grandes entreprises, c'est les grands pouvoirs. Nous, chez Cocopelli, on est plus que bien placé pour savoir ça. Que le système juridique, que le système politique, si on avait attendu
il y a 20 ans, et je te prie de me croire qu'il y a 20 ans, quand on a créé Cocopelli, on nous traitait déjà de complotistes pour notre action, pour prendre le maquis, en fait, tout simplement. On a fait partie des premiers. Quand tous les autres essayaient de trouver des niches de légalité, des manières, en fait, de pouvoir continuer leur business, entre guillemets, sans prendre de risques, nous, on s'est affirmé en disant non, en fait, on ne respecte pas cette législation, elle ne fait aucun sens, elle ne protège ni les citoyens, ni les consommateurs, ni les agriculteurs, ni les maraîchers, ni personne. On refuse en bloc. Donc, pas de carte OGNIS, pas de variété inscrite au catalogue français de l'époque et catalogue européen maintenant. On a pris le maquis. Et quand on a pris le maquis, tous les autres disaient « mais vous êtes complètement fous », ils hurlaient aux complotistes « mais non, il n'y a pas de complot des multinationales, etc. » Et on en est là aujourd'hui avec un effondrement de la biodiversité à plus de 75 ou 80%, avec le drame agricole que tout le monde connaît. Et c'est avec plaisir que Cocopelli se repositionne de manière ferme contre un scandale complètement hallucinant, et un scandale qui nous concerne encore une fois en tant qu'individu, en tant que groupe de travail, mais aussi en tant qu'association avec une mission écologique et sociale, parce que la distribution de plantes médicinales, je ne sais pas si tu as regardé, mais on a une campagne qui s'appelle Cultivons-nous qu'on a lancée il y a 3 ans. Il y a 3 ans, on a distribué plus de 110 000 sachets gratuitement d'Artemisia annua, une plante archi interdite parce que concurrente numéro 1 des médicaments du cartel pharmaceutique contre la malaria, qui est la maladie la plus rentable au monde. Une plante qui soigne le palu ou la malaria en une dizaine de jours à coup d'infusion très concentrée. Et là, je peux m'avancer là-dessus parce qu'il y a des dizaines et des dizaines d'études qui ont été faites sur cette plante-là. Et évidemment, ça fonctionne. C'est l'ennemi public numéro 1. Nous, on en a distribué 110 000 sachets gratuitement. On a inondé la France d'Artemisia annua. Ça fait longtemps que vous vous faites traiter de complotiste, hein. Vous êtes quelque part à l'avant-garde de tout ce qui se passe. Et c'est en ça que c'est intéressant, parce que tu dis, vous avez pris le maquis. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux Français pour les encourager dans ce combat? Est-ce qu'ils doivent prendre le maquis? Est-ce qu'ils doivent se soumettre aux injonctions du gouvernement? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? On s'est rendu compte avec le combat de Cocopelli, et on a une quarantaine de producteurs en France qui sont aussi quelque part dans l'illégalité. On s'est rendu compte que tout ce système ne tient que sur la bonne volonté de tout un chacun à être obéissant. Et que le système de répression, alors il existe évidemment, mais il n'est pas à la hauteur d'un peuple qui se soulève. Et c'est pour ça qu'on se rend bien compte que là, on est sur une ligne droite, un genre de dernier sprint où ils abattent toutes leurs cartes en même temps, parce que je pense sincèrement qu'en face, y a quand même un flip. Il y a quand même un flip. Il y a des millions de gens qui se soulèvent en ce moment, partout sur la planète, contre ces mesures-là. On est à un virage. Si on loupe le virage, franchement, ça va être la merde. Il faut pas louper le virage. Et on est des millions. C'est ce que je dis dans ma vidéo. On n'est pas isolés. Ils ont réussi à nous isoler avec tous les moyens de communication. C'est ça qui est paradoxal. C'est qu'avec tous ces moyens de communication ultramodernes, etc., ils ont réussi à nous diviser, à diviser les schémas de familiaux, les schémas ruraux, de villages, etc. Enfin, il y a vraiment un individualisme qui s'est inscrit dans le peuple français, mais c'est quasiment un peu partout pareil, sur toutes les sociétés civilisées, entre guillemets. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut se réunir, se regrouper, se lever ensemble. En tout cas, il faut se lever ensemble, sans haine, mais avec force, quoi. Avec force et autorité, dire le peuple est là, on est légitime. Et c'est ce que je dis dans ma vidéo. L'été 2021 peut être un été où le peuple perd sa souveraineté ou non. Mais le ou non, il est possible. Il est possible, même si tous les médias mainstream, même si tous les politiques font en sorte qu'on pense que c'est mort. On a vraiment leur objectif, pour moi, il est hyper simple. Il est de maintenir les ignorants, entre guillemets, dans leur ignorance. Et finalement, c'est assez simple. Mais par contre, il est aussi de maintenir ceux qui sont éveillés à la situation dans une espèce de torpeur, de peur, en fait, de se dire mais c'est tellement dramatique, on va jamais y arriver. Il faut pas s'enfermer là-dedans. Il faut surtout pas s'enfermer là-dedans. On va y arriver en réalité. On va y arriver si on se lève tous ensemble et qu'on se mobilise tous ensemble. Alors que ce soit dans les manifs ou que ce soit sur nos réseaux de communication qui sont pas encore fermés, voilà, avec le travail que tu fais, les appels à témoins, les vidéos que tout un chacun peut faire et diffuser. À un moment, si on inonde la toile de nos témoignages, de nos prises de position, voilà, et j'ai envie de faire un appel aussi aux entreprises, aux employeurs. On a, en tant qu'employeur, une force de dingue. À un moment,
si une majorité des entreprises, des restaurateurs, des lieux culturels, des cinémas, etc., disent « ben non, en fait, nous, on ne va pas le respecter. On ne va pas jouer aux flics, on ne va pas contrôler les gens, on ne va pas faire une file à droite avec les vaccinés, une file à gauche avec les non-vaccinés, juste on ne va pas le faire. » Quel va être le moyen de répression de l'État si, voilà, nous, tout isolé qu'on est, perdu au fin fond de l'Ariège, tout seul, on risque gros. Mais si demain, Cocopelli, dans sa prise de position, a des centaines d'entreprises ou de collectivités sur lesquelles s'appuyer dans son combat, mais on est hyper fort. On est hyper fort. Donc, je pense vraiment que cette vidéo que j'ai fait un peu maladroitement, parce qu'on n'est pas youtubeur, tu vois, on fait ce qu'on peut, mais je pense qu'il faut vraiment que chacun ait le courage de se dire mes idéaux, c'est ça, je les affiche et à visage découvert. Quel message tu passerais aux forces de l'ordre? Enfin voilà, on se bat, en fait, on se bat pour tout le monde et j'ai pas d'animosité particulière envers quiconque en réalité. Je pense que chacun a besoin de manger à la fin de la journée, chacun a besoin de payer son crédit, de sa maison, de sa voiture, de son voilà, on fait tous partie de cette société avec toutes ses imperfections. On en est tous rendus un peu au même stade de nécessité vitale, et qu'on soit flic, infirmière ou qui que ce soit. À un moment, ça va passer. Et j'ai envie de dire, plutôt que de traiter les trois flics je vais passer les noms parce qu'on est à l'antenne, on va rester poli. Hurlons-leur, rejoignez-nous plutôt. Et peut-être que finalement, ils le feront parce qu'on a vu déjà des vidéos à Paris de CRS qui posent leur casque. On a vu en Italie des CRS marcher dans le cortège avec les manifestants. En fait, à un moment, c'est des humains. C'est des hommes et des femmes qui ont une vie, qui vont être impactés, qui vont être impactés de la même manière que tout le monde. Merci Ananda pour ton témoignage qui prouve que se battre, ça sert à quelque chose. C'est pas du vent, c'est pas de l'utopie. Faut y aller. Mes amis, allez semer des graines dans toutes les manifestations et la récolte sera excellente. Alors merci encore Ananda. Et on se voit d'ailleurs très bientôt puisque notre équipe viendra te faire un petit coucou du côté de l'Ariège, on est d'accord ? Ah ouais, avec plaisir, avec grand plaisir. Eh ben c'est super parce que, écoute, mes amis, on vous prépare du fait maison, de la graine de champion sans OGM. Nous vous disons à très bientôt, ne lâchez rien, battez-vous de toutes vos forces. Nous sommes des millions et ils vont bientôt s'en rendre compte. Haut les cœurs et à ciao les gars. À bientôt Ananda. À plus, merci beaucoup. Bon, maintenant que t'es là, abonne-toi. L'idée c'est que tu loupes rien. Donc clique sur abonner et aussi sur cette cloche à la con. Pour qu'elle t'avertisse. Bon, je te laisse, je vais dans mon grenier. Et je te dis à bientôt, mon ami.